À 5 heures du matin, le 20 novembre 1979, l'imam de la grande mosquée de la Mecque commence la prière de l'aube devant 50 000 pèlerins rassemblés autour de la Kaaba. C'est le premier jour du XVe siècle de l'hégire selon le calendrier islamique. Le cheikh Mohammed al-Soubaïl n'a pas terminé la première sourate. Un homme arrache le micro de l'imam. Plusieurs dizaines d'autres sortent des cercueils déposés la veille dans la mosquée pour bénédiction. Ce ne sont pas des morts, ce sont des fusils, des mitrailleuses, des munitions. 4 coups de feu claquent sous les arcades. 2 policiers saoudiens postés aux portes tombent sur le marbre. Les chaînes des 11 portes principales se referment sur les fidèles. 50 000 personnes deviennent otages. Le mouvement est rapide, coordonné, préparé depuis plusieurs mois. Les hommes en armes prennent position dans les minarets, sur les terrasses, autour du périmètre intérieur. À 5h20, la grande mosquée n'appartient plus à la dynastie Al-Saoud. À leur tête, Juhayman al-Otaibi, ancien caporal de la garde nationale saoudienne, fils d'une tribu wahhabite intransigeante du Najd. 33 ans. Il monte sur la coursive intérieure et annonce au micro que son beau-frère, Mohamed Abd Allah al-Qahtani, est le Mahdi annoncé par les hadiths, le rédempteur de l'islam. Il appelle au renversement de la maison Al-Saoud, accusée de corruption, de compromission avec l'Occident, d'abandon des principes religieux du royaume. Juhayman a quitté la garde nationale en 1973, après 18 ans de service. Il a étudié à l'université islamique de Médine, à l'ombre d'un courant fondamentaliste tourné contre la modernisation accélérée du royaume sous Faysal. Son groupe, Al-Jama'a al-Salafiyya al-Muhtasiba, s'est formé dans les années 70 autour d'une critique radicale de la dynastie. Les autorités saoudiennes ont arrêté Juhayman en 1978, puis l'ont relâché faute de charges suffisantes. Pendant l'année qui suit, il prépare la prise de la mosquée dans une discrétion totale. Le groupe armé compte près de 600 combattants, pour l'essentiel des Saoudiens, plus quelques Égyptiens, Yéménites, Pakistanais formés dans les cercles religieux de Médine. Armes individuelles modernes, fusils mitrailleurs, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, munitions pour plusieurs semaines de siège, provisions stockées à l'avance dans les caves de la mosquée. L'opération a été montée sous le couvert d'études religieuses dans des cellules dispersées à travers le royaume pendant plus d'1 an. La nouvelle parvient à Riyad dans l'heure. Le roi Khalid Ben Abdelaziz convoque ses ministres en pleine nuit. Le prince sultan, ministre de la Défense, le prince Naïef, ministre de l'Intérieur, son demi-frère Fahd, prince héritier. La situation est inédite. Aucun coup de feu n'a été tiré dans la grande mosquée depuis la prise de la ville par Ibn Saoud en 1924. Le droit religieux interdit l'effusion de sang dans le périmètre sacré. Le roi doit obtenir une fatwa du Conseil des oulémas avant d'ordonner l'assaut. L'année 1979 est l'année noire des monarchies sunnites du Golfe. En février, l'ayatollah Khomeini rentre à Téhéran et renverse le Shah, allié des Saoudiens. La République islamique d'Iran proclame la révolution dans le Golfe. En novembre, l'ambassade des États-Unis à Téhéran est prise d'assaut. 3 semaines plus tard, l'armée soviétique entre en Afghanistan. À Riyad, on lit les événements comme l'ouverture d'un nouvel encerclement. La prise de la grande mosquée tombe dans la même fenêtre que ces 2 ruptures. Les premières rumeurs accusent l'Iran à tort. L'origine est entièrement intérieure. La fatwa est délivrée dans la matinée du 20 novembre. Les oulémas autorisent l'usage de la force à condition que tout soit fait pour épargner les fidèles otages et préserver les structures de la mosquée. La garde nationale et l'armée saoudienne sont engagées dans la journée. Un premier assaut frontal par les portes principales se heurte aux tireurs postés en hauteur. Les soldats saoudiens tombent par dizaines sur le parvis. La porte du roi Fahd est défendue par une mitrailleuse lourde qui balaie l'esplanade. Un deuxième assaut, le 21, tente de pénétrer par les terrasses depuis les bâtiments adjacents. Les hommes de Juhayman ont prévu cette approche. Ils tiennent les coursives supérieures. La garde nationale décroche après plusieurs heures de combat. Un troisième assaut, le 22, mobilise des blindés légers et de l'artillerie. Les obus endommagent les façades sans déloger les défenseurs. Les pertes saoudiennes s'accumulent. Le bilan officieux à la fin de la première semaine dépasse une centaine de tombés et plusieurs centaines de blessés. À l'intérieur,
La majorité des pèlerins parviennent à s'enfuir dans les premières heures, par les portes restées ouvertes ou par les sorties latérales. Plusieurs milliers restent bloqués les premiers jours. Les conditions se dégradent. Pas de vivres, eaux rares, sanitaires inaccessibles, blessés non évacués. Les militants laissent partir les femmes, les enfants et la plupart des étrangers dans les jours qui suivent, gardant un noyau réduit d'otages comme bouclier. La nouvelle des pèlerins libérés filtre à l'extérieur. Le monde apprend ce qui se passe à la Mecque. Le royaume coupe les communications téléphoniques internationales pendant plusieurs jours. Le problème tactique est précis. La grande mosquée n'est pas un bâtiment. C'est un complexe couvrant un peu plus de 30 hectares, surmonté de 7 minarets, structurés autour de la Kaaba. Sous le sol se trouve un labyrinthe de caves, de tunnels, d'anciennes citernes appelées kabou, creusées dans la roche calcaire. Les hommes de Juhayman se sont enfoncés dans ces souterrains après l'engagement des premières opérations. Ils tiennent les sorties, ils contrôlent les couloirs, ils peuvent y rester des semaines. À Riyad, le roi Khalid comprend que ses forces ne reprendront pas la mosquée seules. Il consulte ses conseillers, hésite, puis tranche. Le royaume fera appel à des spécialistes étrangers. Le choix se pose sur la France. Paris et Riyad entretiennent depuis le milieu des années 70 des relations particulières. Contrats d'armement, équipement de défense aérienne, formation d'officiers, présence diplomatique. Le président Valéry Giscard d'Estaing est en contact direct avec la famille royale saoudienne. Le message arrive à l'Élysée à la fin de la semaine. La demande est précise. Pas de troupes, pas de combat direct, des conseillers techniques. Des spécialistes de l'intervention en environnement complexe et clos. La France dispose d'une unité créée 5 ans plus tôt pour ce type de mission. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, fondé en 1974, commandé par le capitaine Christian Proutot. Effectif réduit, sélection rigoureuse, doctrine forgée à partir de l'expérience des prises d'otages européennes des années 70. Le ministre de la Défense, Yvon Bourges, et le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, valident la mission. La consigne est absolue. Aucune publicité, aucun document écrit susceptible de fuiter. 3 opérateurs partent en mission de conseil, sans uniforme, en civil, sous couverture. Le capitaine Paul Baril, adjoint du commandant Proutot au GIGN depuis sa création, dirige la mission sur place. 2 autres gradés du groupe l'accompagnent. L'âge moyen des 3 hommes est d'environ 30 ans. Le départ se fait depuis une base aérienne militaire en France. Vol direct vers Riyad, accueil discret par les services saoudiens, aucun tampon sur les passeports, aucune trace dans les registres consulaires. La mission ne figurera officiellement nulle part avant 2002, date à laquelle le sujet commence à percer dans la presse française à travers les déclarations de Paul Baril lui-même et d'historiens spécialisés. Selon plusieurs versions reprises dans la presse spécialisée et dans certains ouvrages, dont celui du journaliste Yaroslav Trofimov publié en 2007, les 3 opérateurs auraient fait l'objet d'une conversion formelle à l'islam avant tout contact avec le périmètre de la Mecque. La règle saoudienne, codifiée depuis Ibn Saoud, interdit l'entrée des non-musulmans dans les villes saintes. L'arrangement permettrait de contourner formellement la règle. Cette version n'est pas confirmée par les archives ouvertes. Elle reste citée par plusieurs sources. Le capitaine Baril et son équipe sont reçus dans une base militaire saoudienne à proximité de la Mecque, vraisemblablement à Taïf. Ils ne pénètrent pas dans la mosquée elle-même. La doctrine du GIGN, telle que ses opérateurs la rappelleront ensuite, est claire. Conseil tactique, formation des intervenants saoudiens, supervision des préparatifs. Pas d'engagement direct. Pas d'entrée en zone sacrée. La mission est strictement consultative. Le briefing avec les officiers saoudiens dure plusieurs heures. Les Français étudient les plans architecturaux du complexe, les rapports de combat des premiers assauts, l'inventaire des moyens disponibles. Une équipe pakistanaise des Special Service Group, le SSG, est également présente à Taïf. Le Pakistan, État musulman, peut envoyer des troupes sans difficulté politique. La coopération entre les Français, les Pakistanais et les Saoudiens s'organise autour d'un objectif partagé: vider les souterrains. Le SSG pakistanais envoie une compagnie de combattants entraînés au combat en zone urbaine et au combat rapproché. Ils sont musulmans, accessibles à la zone sacrée et opérationnels. La répartition est claire. Les Français conseillent et forment. Les Pakistanais combattent dans les souterrains aux côtés des Saoudiens. Les Saoudiens conservent le commandement opérationnel. Aucune des 3 nationalités étrangères n'a publié de bilan détaillé de ses pertes lors de l'opération.
Le diagnostic tactique français est rapide. L'assaut direct par les couloirs souterrains est impraticable. Les militants connaissent les cabous, ils tirent dans le noir, ils tiennent les coudes des galeries. Les explosifs détruiraient les structures historiques. L'eau peut être détournée, mais les militants ont des réserves. Reste le gaz. Le GIGN propose une méthode mise au point pour les interventions en milieu clos. Forage en surface de puits régulièrement espacés, environ tous les 50 mètres au-dessus du tracé des souterrains. Injection sous pression de gaz lacrymogène CS. Utilisation de grenades pour disperser le gaz dans les galeries où la simple injection ne suffit pas. Le matériel est rassemblé en 48 heures. Foreuse, perforatrice, bouteilles de gaz CS, masque à gaz pour les troupes saoudiennes d'assaut, équipement de protection. Une partie est saoudienne. Une partie est livrée par air en urgence depuis la France et d'autres pays fournisseurs. Le GIGN supervise la formation accélérée des sections de la garde nationale chargées de l'entrée en souterrain après gazage. Le tempo est dicté par la situation à la Mecque, où les combats sporadiques continuent et où les otages, faute de vivres et d'eau, commencent à céder. Les opérations de forage commencent dans les derniers jours de novembre. Les puits sont percés depuis la cour intérieure de la mosquée, aux emplacements indiqués par les plans des cabous. Chaque puits descend de plusieurs mètres jusqu'au plafond des galeries. Les ouvriers travaillent sous protection des unités saoudiennes, sous le feu intermittent des militants encore présents en surface. Le bruit des perforatrices résonne dans le complexe pendant des heures. L'injection commence ensuite. Les bouteilles de CS sont vidées sous pression dans les puits. Le gaz descend dans les galeries, suit les couloirs, sature progressivement les zones où sont retranchés les hommes de Juhayman. Les militants protégés par des masques tiennent quelque temps. Ceux qui n'en disposent pas suffoquent. Le mouvement de l'air dans les cabous est mal connu. Les Français ajustent en temps réel les points d'injection. Des grenades explosives sont lâchées dans certains puits pour brasser l'atmosphère et forcer la circulation du gaz. Le gaz CS, irritant lacrymogène, utilisé depuis les années 50 par les unités de maintien de l'ordre dans le monde entier, n'est pas conçu pour le combat. Sa concentration dans un espace clos saturé devient toutefois rapidement incapacitante. Les militants qui en ressortent sont aveugles, suffocants, désorientés. Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour qu'un homme regagne la capacité de combattre, et seulement à l'air libre. Dans les souterrains saturés, la position devient simplement intenable. C'est le calcul du GIGN. Forcer la sortie ou la reddition sans utiliser d'agents létaux dans le périmètre sacré. L'effet est progressif. Le gaz pousse les militants vers les sorties contrôlées par la garde nationale. Plusieurs groupes se rendent. D'autres résistent jusqu'à la limite physiologique. Les combats au sol se poursuivent par à-coups. Les sections saoudiennes formées par les Français entrent en souterrain au fur et à mesure des secteurs neutralisés, avec masques, lampes et armes courtes pour le combat en galerie. La progression est lente mètre par mètre, salle par salle. Mohamed Abd Allah al-Qahtani, le prétendu Mahdi, tombe au cours des combats dans les souterrains. Sa mort est confirmée par les forces saoudiennes le deuxième jour de l'opération de nettoyage. Les militants restants perdent la cohésion. Le commandement passe à des chefs locaux, isolés, sans contact entre eux. Le 4 décembre 1979, les derniers groupes se rendent dans une cave proche de la porte Bab al-Salam. Juhayman al-Otaibi est parmi eux. Hagard, à demi conscient, atteint à la jambe, il est extrait par les soldats saoudiens. Le bilan se précise dans les jours suivants. Côté forces saoudiennes, environ 130 tombés et plus de 450 blessés. Côté militants, plusieurs centaines à terre dans les combats et dans les souterrains gazés. 67 survivants sont capturés. Le bilan civil reste opaque. Les autorités saoudiennes parlent de quelques dizaines de fidèles touchés, par balle ou par les conditions du siège. Les estimations indépendantes donnent un chiffre plus élevé, sans qu'aucune donnée officielle ne soit publiée. Le 9 janvier 1980, 63 des survivants capturés, dont Juhayman al-Otaibi, sont conduits sur les places publiques de 8 villes du royaume. La sentence du tribunal religieux est appliquée au sabre, en public, devant les caméras de la télévision saoudienne. Juhayman passe le premier à Riyad. Les images font le tour du monde arabe. Le message est dirigé vers les sympathisants potentiels du mouvement. La réponse de la dynastie est sans ambiguïté. L'opération française reste secrète. Aucune annonce.
Aucune décoration officielle pour les 3 opérateurs du GIGN. Aucune trace écrite dans les communiqués. Paul Baril rentre en France. Christian Proutot reçoit, en interne, une mention d'estime du président. Le dossier est classé. Pendant plus de 20 ans, la version officielle reste la même. La Grande Mosquée a été reprise par les seules forces saoudiennes, avec l'appui éventuel de spécialistes pakistanais. Le rôle français n'est confirmé que progressivement à partir des années 2000 par les déclarations d'anciens opérateurs et par les recherches d'historiens étrangers. Le secret tient pour 2 raisons. D'abord, la règle saoudienne sur l'accès aux villes saintes, dont la transgression ne peut pas être officiellement reconnue. Ensuite, l'effet enchaîne sur le monde musulman. Une intervention occidentale ouvertement reconnue à la Mecque, en pleine année de la révolution iranienne et de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, aurait offert une carte à tous les mouvements fondamentalistes émergents. Paris et Riyad partagent l'intérêt de ne rien dire. Le contre-coup politique sur le royaume est immédiat. La dynastie Al Saoud, accusée par Juhayman de laxisme religieux, opère un virage. Application stricte de la loi religieuse dans la sphère publique. Renforcement du rôle des oulémas. Financement de la diffusion mondiale de la doctrine wahhabite à travers des écoles religieuses au Pakistan, en Afrique, en Asie. Plusieurs des demandes idéologiques de Juhayman sont, en pratique, intégrées par le pouvoir qu'il combattait. La Mutawa, police religieuse jusque-là discrète dans les villes, voit ses effectifs et ses prérogatives augmenter. Les cinémas sont fermés. La présence des femmes dans la vie publique est restreinte. Les vidéocassettes occidentales sont saisies. Le budget consacré à la diffusion des écoles coraniques à l'étranger triple en quelques années. À long terme, l'effet idéologique de la prise de la mosquée pèse plus que la défaite militaire de ses auteurs. Les chercheurs spécialistes du Golfe analyseront cette inversion comme une victoire posthume partielle des idées de Juhayman. L'épisode marque aussi la naissance d'une référence dans la mouvance djihadiste internationale. Selon plusieurs analystes, dont les recherches reprises dans la presse occidentale après les attentats de 2001, Oussama Ben Laden, alors jeune membre d'une famille saoudienne du bâtiment, aurait évoqué l'épisode comme un événement formateur. Cette interprétation reste journalistique. Aucun document de la mouvance Al-Qaïda ne fait directement référence à la prise de 1979 comme modèle opérationnel. L'affiliation idéologique est plus discutée que l'affiliation politique. Pour le GIGN, la Mecque ne figure dans aucun palmarès public pendant 2 décennies. Le groupe gagne pourtant, dans les cercles spécialisés des unités d'intervention occidentales, une réputation particulière. L'unité française est désormais consultable sur les missions sensibles en dehors de toute exposition. D'autres missions confidentielles suivront. Djibouti en 1976, Air France à Marignane en 1994, les Comores, la Nouvelle-Calédonie. Les opérations restent souvent peu commentées, même quand elles aboutissent. La doctrine du GAGN, forgée à la fin des années 70, s'inscrit ensuite dans le paysage international des unités antiterroristes. L'unité partage des échanges techniques avec le GSG-9 allemand, le SAS britannique, la Delta Force américaine, le Sayeret Matkal israélien. La méthode développée pour les kabous de la Mecque, injection de gaz par puits et dispersion par explosifs en milieu souterrain, reste référencée à titre interne dans la documentation tactique de plusieurs unités occidentales, sans que la source de la doctrine soit nommée publiquement. Christian Proutot quitte le commandement du GIGN en 1982 pour fonder la cellule antiterroriste de l'Élysée. Paul Baril quitte le groupe la même année. Le GIGN passe à de nouveaux commandants, conserve sa doctrine, élargit son champ d'action. Aujourd'hui implantée à Versailles-Satory, l'unité reste l'élément central de la gendarmerie nationale pour les interventions sur prise d'otages, terrorisme et missions sensibles à l'étranger sur demande des autorités françaises. La grande mosquée de la Mecque a été restaurée dans les mois qui ont suivi. Les façades touchées par les obus saoudiens ont été refaites. Les kabous ont été partiellement comblés ou condamnés. Le complexe a depuis été plusieurs fois agrandi et accueille aujourd'hui plus de 2 millions de pèlerins lors du Hajj. Le périmètre reste fermé aux non-musulmans, conformément à la règle codifiée depuis la prise de la ville par Ibn Saoud. Pour la France, la mission de novembre et décembre 1979 reste l'un des dossiers les plus sensibles de la politique étrangère sous Giscard d'Estaing. Elle ne figure pas dans les mémoires officielles du président. Elle apparaît par fragments dans les entretiens donnés 20 ans plus tard, dans les ouvrages d'historiens et de journalistes,
et dans certaines déclarations d'anciens opérateurs du GIGN. La version la plus complète à ce jour reste celle reconstituée par Yaroslav Trofimov dans son livre paru en 2007 à partir d'archives saoudiennes, américaines et françaises. 3 opérateurs d'une unité française créée 5 ans plus tôt, partis en civil sans uniforme, sans papiers officiels, sans traces administratives, ont contribué à la reprise du lieu le plus fermé de l'islam, dans une opération que ni leur pays ni leur hôte ne pouvaient reconnaître. Ils sont rentrés en France à la mi-décembre. Aucun communiqué n'a été diffusé. Aucune décoration n'a été remise publiquement. Le dossier est resté fermé. À la Mecque, en novembre 1979, le calcul de Juhayman al-Otaibi reposait sur une certitude. Aucun non-musulman ne pourrait être engagé dans la ville sainte pour le déloger. La règle paraissait absolue. Elle s'est révélée contournable, pas par une intervention militaire visible, par une équipe de 3 hommes, dont les noms n'ont commencé à apparaître dans la presse spécialisée qu'au début du XXIe siècle.